Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. À 27 ans, notre invité du jour a une vie très occupée. Entre les déplacements, les voyages à répétition, les heures d'entraînement qu'il ne compte plus. Être dans les 450 meilleurs joueurs mondiaux de tennis n'est pas un long fleuve tranquille. Et ça demande d'énormes sacrifices. Mais pourtant, sa passion pour la balle jaune, ce monégasque l'a attrapé un petit peu par hasard. Bonjour Luca Catarina. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. C'est moi, je suis ravie de t'avoir. D'abord parce que y a un truc qui m'intrigue quand je dis... alors soyons honnêtes, moi je pars pas de zéro avec toi parce que j'étais en classe avec ton père. Ah, d'accord. Donc moi je sais que ton père était un footballeur. C'est ça. Et qu'il arrive à Monaco comme ça. Oui, c'est ça, de 7 à ses 15 ans. Il a signé dans le centre de formation, du coup. Roland, défenseur. Ah oui, moi je sais. C'est ça. Donc oui, j'ai baigné dans le foot toute ma vie. Parce qu'avant lui, il y avait aussi mon grand-père et son frère, mon oncle, qui étaient tous les deux aussi joueurs de foot. Donc 3 joueurs de foot autour de moi. Et du coup, j'ai commencé aussi par le foot. Ah ouais. T'as joué au foot alors? Oui, j'ai joué au foot jusqu'à mes 13 ans. Donc j'ai fait les deux. Quel poste? Défenseur aussi. Ah bah oui. Il fallait pas trop courir. Bah non. Non, c'est pas seulement ça, mais je pense que plus c'est une prédisposition peut-être. Mais non voilà, donc du coup, c'était ma passion première, disons. Et le tennis est vraiment venu par hasard. T'arrives comment? C'est un jour. Alors tu dis j'ai fait les deux, ça veut dire que tu jouais déjà un peu au tennis, hein? Oui, en fait, j'ai commencé le tennis par hasard. Je devais avoir 6-7 ans. Mm-hmm. Et mon père, pendant les vacances, sûrement pour être un peu plus tranquille, il m'a mis dans un stage de tennis à l'époque au TC Monaco. Ah ouais. C'était au-dessus des immeubles là, où en Belgique. Exactement, c'était dans l'ancien. Quel club incroyable. Hein. Ouais. Et du coup, par hasard, j'ai fait un stage de vacances. Ah. J'ai bien aimé, j'ai continué. Au début, c'était vraiment par plaisir. Ouais. Voilà, de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et puis, j'ai continué au fil des années. Quand tu dis t'as bien aimé, est-ce que tu sens tout de suite que tu y arrives bien? C'est vague comme souvenir. C'est vague. Je me souviens plus trop exactement. Mais en tout cas, je me souviens que j'avais vraiment envie d'y aller. Ouais. Et on m'a jamais poussé. Donc, c'était vraiment... un feeling. Parce que Roland, du coup, il s'est dit, il va finir par faire du tennis, lui. En tout cas, il s'est dit, il aime bien. Et j'ai eu la chance que toute ma vie, mes parents ont été ils m'ont beaucoup supporté. Ouais. Et ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'avais envie. Et donc, du coup, le tennis en a fait partie. Et jusqu'à, du coup, voilà, mes 12-13 ans, je faisais... mes 2-3 entraînements de tennis par semaine, mes 2 entraînements de foot, et le week-end, les matchs, avec les tournois de tennis, on essayait de s'organiser. Ah ouais, c'était très rempli, voilà. Hein. Ouais, ça m'arrivait. Ça m'arrivait de faire un match de foot le matin, un match de tennis l'après-midi. Avec mon père, il m'emmenait, et voilà, on adorait ça, et c'est comme ça que ça a commencé. C'était plein d'énergie, alors? Ou pas? Ouais, quand on est jeune, on a toujours un peu plus d'énergie. Il y en a qui en ont plus que d'autres. Hein. Tu dirais que tu étais un enfant avec du punch ou... Oui, mais pas non plus. Pas non plus. Je pense surtout que j'avais une énorme passion pour le sport. Ouais. Parce que ça touchait pas que le foot et le tennis. J'adorais regarder tous les sports. J'étais même capable de regarder du ski avec mon père à 10 ans. Mais moi aussi, je regarde du ski, monsieur. Oui. En tout cas... Vraiment, des sports différents du foot et du tennis. Vraiment, différents. Voilà. Et j'ai toujours regardé un peu tous les sports, et c'était surtout ça qui me passionnait. Et plus que vraiment, je veux faire que du tennis ou que du foot. C'était le sport en général aussi qui me plaisait et qui m'attirait. Parce que quand même, on dit, et notamment sur le tennis, c'est très souvent... J'ai lu des déclarations de Nadal, des déclarations de Federer là-dessus, de Djokovic aussi, qui sont quand même des références en la matière, qui disent que le tennis... C'est vraiment 200%. Hein. Faut que si on veut progresser, il faut vraiment s'y consacrer complètement. Oui, clairement, c'est un sport qui demande beaucoup de qualité, à mon avis, parce que il y a beaucoup de mental, beaucoup de physique, beaucoup de technique. Donc c'est un mélange de tout ça.
qui fait qu'il faut beaucoup d'entraînement. Ouais. C'est aussi un sport de répétition, donc il faut répéter les gestes, les gammes très souvent. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, d'ailleurs, j'ai arrêté le foot. Enfin, en tout cas, j'ai dû faire un choix. Et tu fais un choix, alors, puisque tu dis c'est très, très diffus comme souvenir. Tu fais un choix comment ? C'est ce qui te plaît le plus ou c'est là où tu te sens le mieux ? Alors là, pour le coup, je me souviens un peu mieux. C'est vraiment un feeling d'enfant, j'ai envie de dire. C'est 12-13 ans et c'est bon, il faut choisir. Tu préfères quoi ? Le tennis. Voilà. Il n'y avait pas trop de. Je me débrouillais plutôt bien dans les deux, plus ou moins de la même manière. C'était vraiment un choix personnel à ce moment-là. J'ai eu la chance aussi très jeune d'être supporté par la fédération de tennis. Avec Madame Elisabeth, la baronne Elisabeth de Massy à l'époque, et maintenant sa fille Mélanie de Massy. Ils m'ont toujours supporté, et ça fait du bien quand on est jeune de sentir qu'on est encouragé, on est supporté, et c'est aussi ça qui m'a fait continuer. D'avoir une structure derrière, forcément, ça compte. Exactement. C'est pas le même environnement que de se retrouver, même dans des clubs de foot, mais bon, on est un peu au milieu des 15 ou 20 de la génération, c'est pas pareil, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup plus au tennis et à pouvoir faire plus de tournois, laisser mes amis du foot de l'époque. Mais, ça a été un truc de laisser tes copains du foot ? Oui, quand on est jeune, il y a aussi cet aspect-là. Le foot, je pense que pour beaucoup, on aime ça à cet âge-là aussi parce qu'on partage ça avec les amis. Donc il y a les tournois, on est tous ensemble. Donc ça y jouait, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose. Je me souviens que je parlais de mon tennis avec mes amis du foot et le tennis quand même. En fait, c'est devenu vraiment de plus en plus important pour moi et vraiment personnel en tout cas. Mes parents m'ont jamais forcé à quoi que ce soit. C'est un choix tout seul alors. Exactement, ouais. Tu penses qu'à 12-13 ans comme ça, on est capable de décider de son avenir à ce point-là ou pas ? Ou toi, c'est le fait que, bon, tu me dis mes parents m'ont laissé faire, donc très bien. Mais avec le recul, est-ce que tu penses que tu étais capable de décider ou pas ? Mais j'ai pas envie de dire que j'ai choisi mon avenir à ce moment-là. Parce que c'était pas je veux être joueur de tennis ou je veux être joueur de foot, c'est je veux continuer le tennis, c'est ça, en faire plus que ce que je fais, mais je me suis pas dit ça va être ça ma vie, je vais la consacrer à ça à cet âge-là. Alors que ça arrive souvent, notamment dans le tennis, je connais pas tous les autres sports, mais dans le tennis, ça arrive très souvent que des jeunes à 8-9 ans, on leur dit, parce qu'ils viennent peut-être d'une famille qui sont déjà dans le tennis, ou bien pour d'autres raisons, on leur dit toi tu vas être un champion de tennis, on va t'entraîner, et ils s'entraînent de très jeunes beaucoup d'heures. Moi ça n'a pas été mon cas. Ce que tu dis c'est que toi tu t'es pas retrouvé dans une situation où on t'a poussé pour devenir un champion de tennis, quoi. Non, vraiment pas, et ça m'a fait aussi du bien parce que j'ai pas eu cette fatigue mentale que d'autres jeunes ont eu. Et c'est peut-être ça aussi qui m'a donné envie de continuer à jouer, parce que on n'a pas dégoûté en me forçant trop. Mais j'ai pas vraiment. Clairement, à 12 ans, 13 ans, je pense pas qu'on puisse décider son avenir, donc j'ai pas la sensation à ce moment-là d'avoir décidé de ça. Ouais, tu dis la charge mentale, en tout cas la fatigue mentale. Est-ce que tu as vu sur des terrains des gens qui étaient face à toi, des gars qui étaient de ton âge face à toi, qui étaient déjà complètement pressurisés, obsédés ? Oui, bien sûr. J'en ai vu plein. J'en ai vu aussi qui étaient beaucoup plus forts que moi, très jeunes. Et finalement, ils ont arrêté le tennis à 14-15 ans. Il y en a d'autres qui étaient aussi très forts, qui sont devenus très forts. Il y a ce passage difficile de 13-15, quand on a commencé tôt, 7-8 ans. On dit qu'il y a ce passage difficile entre 13 et 15, où c'est le moment où on fait d'autres trucs avec ses potes, avec sa vie. T'as eu ce moment, toi aussi, où t'as hésité ou pas ? Non, j'ai pas eu cette hésitation, parce qu'en fait, ça a été vraiment très régulier. Ma passion pour le tennis et pour le sport, elle a toujours continué. Donc, j'ai pas vraiment eu ce truc de me dire est-ce que je continue ou pas. Par contre, oui, je l'ai déjà vu plein de fois. À cet âge-là, en adolescence, on commence à grandir, au collège, puis au lycée, etc. Donc, il y en a qui peuvent bifurquer sur d'autres voies. Et les parents aussi, parce que peut-être il y a certains parents qui ont un peu peur de
d'encourager dans le sport, certaines peut-être idées reçues. Voilà. Donc, mais non, moi, j'ai pas eu ça. Finalement, Roland, on parlait de ton père tout à l'heure. Roland, il fait le centre de formation, mais est-ce qu'il devient professionnel ? Je me souviens pas. Il joue un petit peu, il joue quelques années en 2e et 3e division, c'est ça, mais pas à Monaco. Et ensuite, il arrête après, il me semble, aux alentours de assez tôt, 29 ans, 30 ans. Donc, il a joué à un certain niveau, peut-être pas le niveau dont il espérait, mais malgré tout, il a toujours voulu me donner cette chance-là de pouvoir continuer. Certainement que quand on est fils de sportif, petit-fils de sportif, puisque tu c'est ça. Et puis tu dis du côté de ma mère pareil, les gens faisaient du sport, certainement que génétiquement déjà, tu devais avoir quelque chose. Qu'est-ce que tu donnerais comme tes qualités de base ? T'es rapide, tes techniques, ce serait quoi tes qualités Je me déplace assez bien sur le terrain, même si je ne suis pas le plus rapide. Ensuite, je pense que je suis assez, régulier dans ce que je fais, assez professionnel. Donc du coup, moi, on m'a dit il est appliqué. Super coordonné. Ah, merci. je peux pas toujours citer mes sources, mais on m'a dit il a surtout une très bonne coordination. Merci. Ça peut servir au tennis. Oui, bien sûr. Et je pense que je joue assez juste dans la tactique et tout ça. J'ai beaucoup de points à améliorer, mais je dirais que mes qualités, plus ou moins, seraient ça. Et ton quotidien aujourd'hui ? Alors, quotidien, parce que au fil du temps, tu finis par... D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. C'est à quel moment que tu décides d'en faire ton métier ? Parce que c'est une décision, ça. Je me souviens au collège, dans les années 3e, 4e, 3e, on commence beaucoup à se demander qu'est-ce que tu vas faire, etc. Quelle filière tu vas prendre. Il faut faire des choix au lycée. Voilà, c'est un moment un peu charnière. Un peu charnière, un peu stressante aussi. Un peu stressant quand on est quand même assez jeune. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et moi, c'était assez clair. Je me disais, j'ai envie de jouer au tennis, donc je peux pas aller faire autre chose, c'est pas possible. Et donc, j'ai choisi mes filières d'études. Ouais. Mais... T'as fait du sport-études, alors ? J'ai pas fait sport-études parce que j'ai jamais été dans un centre ailleurs qu'ici. J'ai eu la chance de pouvoir être ici. Et du coup, j'avais des cours à domicile, à domicile. À domicile, d'accord. Par le CNED, les cours à distance. Ouais. Et j'ai passé mon bac en candidat libre. Ah ouais. Et ça, c'était pas une pression supplémentaire ? Parce que candidat libre, c'est quelque chose quand même. Et honnêtement, après coup, c'était pas une pression. C'était juste un peu dur au début, le fait de pas être avec les autres et tout ça. Mais en termes de travail, en fait, c'est beaucoup plus simple, je trouve. Parce que j'étais pas seul. J'avais des professeurs avec moi. Mon père, encore une fois, qui aussi m'a beaucoup aidé sur ça. Et du coup, je travaillais beaucoup plus précisément. Je perdais moins de temps. Quand on est en classe avec beaucoup de monde, c'est difficile. Ouais. Donc, j'ai juste fait je me souviens, le bac blanc comme avec les autres, pour m'entraîner. Et ensuite, je suis allé passer le bac, ça s'est très bien passé et j'ai bien réussi à ce niveau-là. Mais tu sais que c'est quand même pas évident, parce que passer son bac tout seul. Alors tu dis j'étais pas seule, j'avais des profs, mais enfin à la maison, t'es quand même tout seul, quoi. Il y a pas cette émulation avec les copains, il y a pas ce truc, quoi. Non. Mais après, par contre, mes parents à ce niveau-là, ils m'ont pas laissé faire ce que je voulais. Non. Et du coup, ils ont toujours été derrière moi là-dessus, et c'était un peu un accord. Tu passes ton bac et après on voit, tu continues ce que tu as envie de faire, mais au moins avoir un bac le jour où tu veux reprendre des études ou faire autre chose, au moins tu as ça. Mais du coup, j'ai pas hésité. Quand au collège, on nous demandait, moi c'était le tennis. Et je me souviens aussi que ce qui m'avait beaucoup donné envie, c'était les voyages. En fait, quand on est jeune et qu'on commence à te dire tu vas faire un tournoi là-bas, ça donne encore plus envie. Tu découvres plein de choses, et le fait d'aller faire un tournoi, de jouer contre des joueurs étrangers, je me souviens que ça c'était quelque chose pour moi. Alors maintenant c'est normal, mais de jouer contre un joueur qui était étranger, c'était exceptionnel.
Bah oui. Ça, je me souviens que ça m'avait marqué. Et j'étais super excité à l'idée de jouer contre un joueur d'une autre nation. Et ça a engrangé aussi d'autres envies. Alors ça, vraisemblablement, si tu avais continué le foot, ça aurait été moins facile. Hein. Non, bah, ça aurait été différent. En tout cas. Ça aurait été différent. Mais oui, c'est vrai qu'on voyage moins dans le foot. Voyage moins quand même. On voyage régulièrement, mais à des distances plus courtes, quoi. Oui, parce que là, alors, donc on parlait de ton quotidien tout à l'heure. Là, tu fais le circuit Challenger, c'est ça ? Je suis entre les Challengers et les Futurs. Entre les Challengers et les Futurs. Donc, des Challengers et des Futurs, il y en a dans le monde entier. Il y en a dans le monde entier toutes les semaines. C'est-à-dire que ça, comment tu choisis ton programme alors ? Parce que ça aussi, je me suis laissé dire que tous les joueurs choisissaient au début à quel tournoi ils s'inscrivent. Donc, ils ont plus ou moins leur saison dessinée. Avant que la saison commence, ils savent où ils vont aller. Hors antenne, on parlait de la reprise de Nadal à Brisbane. Il le sait depuis au moins 3-4 mois, quand il a pris la décision de reprendre. Il sait qu'il va commencer par Brisbane. C'est pas Alors, pour ces joueurs-là, en effet, les tout meilleurs, ils savent exactement, ils peuvent choisir où ils vont aller. Pour les joueurs moins bien classés, même des joueurs mieux classés que moi, disons même des joueurs 80, jusqu'à mon classement et en dessous, c'est moins clair. Parce que, en fait. C'est moins clair. Oui, parce qu'en fait, ça dépend de. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. En fait, on s'inscrit dans les tournois et il y a des listes des joueurs. D'accord. Et en fonction des classements, on ne sait pas exactement combien on va être. Donc, si au dernier moment, on est bien positionné dans un tournoi, peut-être d'une catégorie plus grande, on va aller là-bas. Peut-être que tactiquement, on va se dire ah, mais non, je préfère jouer un tournoi plus petit. Peut-être parce que j'ai plus de chances de prendre 2 points pour monter au classement. Ah ouais, il faut qu'on parle de ce truc des points, Lucas, parce que c'est terrible pour les gens de l'extérieur d'imaginer que vous. Parce que si j'ai bien compris, admettons, tournoi, je ne sais pas, à Brisbane, puisqu'on parlait de Brisbane, mais c'est comme ça, tu fais demi-finale. Si l'année suivante, tu fais pas demi-finale au moins, tu perds des points, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est un classement sur 1 an. C'est terrible. C'est pas facile, ouais. Ah. C'est assez. C'est quelque chose qui est pas facile à gérer et qui peut être assez stressant. Oui, parce qu'une perf, ça devient un enjeu finalement. En fait, voilà, on prend des points. Si la même semaine de l'année d'après, on fait moins bien, on perd ses points. Et pas obligatoirement dans le même tournoi. Non, ça peut être n'importe quel autre tournoi, mais la même semaine. La même semaine. Et du coup, si on joue moins bien, voilà, si pendant 1 mois on joue super bien. On fait des finales, des demi-finales, bref, on gagne le tournoi. Que pendant plusieurs mois derrière, on joue un peu moins bien. L'année d'après, on a beaucoup de nos points sont concentrés sur une période courte. Ouais. Donc, c'est pour ça que le tennis, c'est aussi difficile, car il faut être très régulier sur une année. Alors, tu disais, il y a des périodes où j'étais bon, enfin, pas toi, mais la période où on a été bon, la période où on était moins bon. Et si sur la période où tu as été moins bon, tu es meilleur l'année d'après, tu prends des points ou pas ? Exact, voilà. Ah, quand même, donc, c'est juste. Oui, ça va dans les deux sens, bien sûr, ça va dans les deux. Donc, des fois, on a des périodes où on se dit, ah bon, bah là, pendant 2 mois, 3 mois, j'ai pas de points à défendre, génial. Si je joue bien, je vais pouvoir prendre des points et monter au classement. Et puis d'autres fois, on se dit, bon, bah là, j'ai beaucoup de points à défendre, donc il faut que je joue. En fait, il faut toujours bien jouer. Donc, il faut que je joue bien pour prendre des points, pour défendre mon classement. Donc, il y a toujours une raison de jouer, et il y a toujours une raison de se dire, il faut que je gagne des points. Il faut que je gagne des points, ouais. Mentalement, c'est quand même très exigeant ce que tu es en train de décrire. Hein. Et c'est pour ça que je pense que le tennis est un sport qui est pas facile mentalement. Donc, pour ces raisons-là, plus le fait qu'on voyage vraiment beaucoup et partout dans le monde. Donc, on peut se retrouver à jouer des matchs seul à l'autre bout du monde. Parce que toi, tu voyages seul ? Seul ou avec mon entraîneur. Je suis très régulièrement avec mon entraîneur, Guillaume Couillard, qui me suit depuis de nombreuses années. Et, heureusement qu'il est là, finalement. Hein. Oui, mais même quand on est avec son entraîneur... Ouais, parfois on est seul. Bah, sur le terrain, on est toujours seul. Donc, même si l'entraîneur, il est au bord du terrain, mais évidemment, c'est un gros plus de l'avoir. Mais ça arrive que je sois aussi seul sans entraîneur. Donc, tu disais, on est seul face à soi-même. Il y a ce moment où il y en a qui lâchent et il y en a qui lâchent pas. Comment ça s'explique ? Enfin, lâcher dans un match, par exemple, hein, t'es à 4-7, t'es dans le 5e, c'est dur. Il y a des types qui lâchent pas. Et
Ouais. Mais ça arrive au meilleur. Moi, je me souviens d'un Wimbledon, ou d'ailleurs le dernier Wimbledon en finale de Federer, où il lâche au 5e. Ouais, c'est comme... Enfin, au dernier jeu du 5e. Comme tu as dit, face à soi-même, c'est vraiment le mot. Et dans ces moments-là, il faut réussir à chercher au plus profond de soi-même nos motivations. Voilà, penser. En fait, il y a plein de choses. Il y a penser à nos motivations, mais quand même penser aussi à qu'est-ce que je dois faire sur le terrain. C'est-à-dire, si la balle, elle arrive, même avec la fatigue, si la balle, elle arrive là, il faut que je joue là parce que mon adversaire. Parce qu'il faut aussi, ça dépend aussi de l'adversaire. Ça dépend de nous beaucoup, mais aussi de l'adversaire parce que je sais pas, s'il y a un coup que l'autre fait moins bien, du coup, il faut penser à jouer sur son coup. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Et aussi, un match de tennis, c'est très long parfois. Et du coup, on peut beaucoup réfléchir. Parce que... oui, c'est vrai, j'y pensais pas. Parce que, en fait, quand le point se finit, donc là, on pense à ce qui vient de se passer, mais on pense aussi à ce qui va se passer. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et de rester concentré sur ce qui est en train de se passer pendant le match, c'est difficile. De pas se laisser envahir par quelque chose qui peut même être hors du match. Quelque chose qui se passe hors du terrain, qui peut nous énerver, ou bien quelque chose qui s'est passé dans notre vie privée. Ça prend de la place, ça aussi. Ça peut prendre de la place. Peut-être qu'il y a d'autres sports où si on fait une course, donc il y a d'autres difficultés, évidemment, mais ça peut être très court. Alors qu'un match de tennis, déjà, on rentre sur le court, ça peut durer 1 heure, ça peut durer 3h30, 4 heures. Donc déjà, on sait pas combien de temps ça va durer. Et le fait de s'arrêter entre les points, ça peut nous faire gamberger sur pas mal de choses. Ouais. Il y a aussi les changements de côté. J'allais dire le changement de côté. Exactement. Comment on fait au changement de côté? Parce que 1 minute 30, c'est quand même long. Hein. C'est long, mais en fait, quand on est sur le terrain, c'est pas si long. C'est vrai? Ça passe, ouais, franchement. Ça permet de récupérer vraiment? Oui. Physiquement, c'est important pour récupérer. Parce que c'est très cardio, le tennis. Hein. Ouais. Ça monte très vite. C'est cardio, il faut de la puissance, ça prend de l'énergie parce qu'on doit taper la balle assez fort. Et oui, pour en revenir au changement de côté, à ce moment-là, encore une fois, quand tu dis face à nous-mêmes, c'est qu'on est là sur la chaise et il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais. Il faut essayer de penser à la tactique, encore une fois. Il faut essayer peut-être de se calmer si on se sent tendu, parce qu'on peut avoir le bras qui tremble. Si on est tendu par l'enjeu, tu rappelais l'histoire des points. Il y a les points, il y a l'enjeu financier, il y a l'enjeu, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. C'est vrai. Et il faut faire avec tout ça pour essayer de, en fait, l'objectif, je pense, et c'est vraiment pas facile, et je suis bien placé pour le savoir, c'est de se laisser envahir le moins possible par tout ça, et du coup de pouvoir être le plus concentré sur, au final, ce qui est le plus important, c'est le jeu du tennis. Qu'est-ce que je vais faire pour gagner ce match, quoi. Quand j'ai commencé dans le football, j'ai rencontré un grand entraîneur qui s'appelle Gérard Banide. Moi, j'ai travaillé dans le football pendant longtemps, et je rencontre Gérard Banide et il me dit un jour, on parle d'un match qu'on vient de disputer, et je lui dis quand même, coach, c'est pas possible. Et il me répond, tu sais, Geneviève, trop d'enjeux, ça peut tuer le jeu. Ouais. C'est un peu ce que tu dis. Oui, c'est pas faux par moment. Et aussi, ça revient à la phrase que tu viens de dire. Quand on est enfant, on veut juste jouer. On commence, on prend la raquette, on joue. C'est ça. Plus on grandit, l'histoire encore une fois, des points du classement, donc de l'enjeu, comme tu viens de dire. Et par moment, c'est pas facile de se rappeler pourquoi on a commencé. Parce qu'en fait, on pense tellement à... Ça devient un travail, ça devient un quotidien d'enjeux, de pression malgré tout. Et des fois, il faut aussi se rappeler et dire, je commence parce que j'ai commencé le tennis, parce que j'ai aimé ça. Et il y a des moments où tu sais plus si tu aimes ça ou pas. Non, j'aime ça parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire que si on n'aime pas, c'est difficile. Ouais. Mais des fois, on va beaucoup se focaliser sur les enjeux et on oublie qu'en fait, le lendemain, au final, ça reste un match de tennis. Ouais, et donc, ça revient sur ce que tu dis et que trop d'enjeux parfois, et ça peut tuer l'enjeu, je suis d'accord sur ça. Ouais.
il faut trouver vraiment l'équilibre, c'est ça, l'équilibre dans tout ça. Oui, certainement, parce que tu parles, je trouve que le premier équilibre, c'est l'équilibre du sacrifice. Tu parles des sacrifices. Ce sont quels sacrifices qui t'ont coûté à toi? Tu dirais, ça c'était vraiment dur. Ouais, ou c'est toujours dur. Hein. Ou c'est toujours dur. Oui, bien sûr. Les sacrifices, c'est, je dirais, par exemple, les séances physiques. On adore le tennis. On commence le tennis. Mais il faut faire du physique à côté. Donc, il y a beaucoup d'entraînement. Alors, de la renfo Oui, bien sûr, du renforcement en salle. Encore une fois, le tennis, c'est un sport très complet. Donc, il y a, comme tu dis, la musculation, le renforcement en salle. Il y a aussi le cardio, courir, faire de l'aérobie. Il y a aussi faire des séances de sprint, de vitesse. Donc, il y a beaucoup de choses. Faire de la musculation du bas du corps, du haut du corps. C'est vraiment très, très général. Et du coup, c'est très varié. Voilà, tous les jours, on fait une séance différente pour que ça soit vraiment... après, ça peut être adapté, c'est adapté en fonction de notre style de jeu, de notre gabarit et tout ça. Mais évidemment, voilà, les séances physiques, des fois, on n'a pas toujours envie d'aller courir le matin tôt, faire une séance, pas être bien. Voilà. Mais au final, c'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément toujours, mais on aime, en fait. C'est bizarre. C'est comme une addiction. C'est un peu ce que disait Hugo. Il disait, moi, j'aime pas ça, mais si je le fais pas, je vais pas être bon. Exact, donc, du coup, je le fais, quoi. Voilà, je suis d'accord avec lui. Et puis, il y a aussi une sensation que quand tu as fini quand même l'entraînement, la fatigue de t'être entraîné, elle est tellement aussi agréable que c'est quand même quelque chose qui au final, on a envie de recommencer. Et même si on n'a pas envie de le faire, on va quand même le faire. Ça arrive souvent. Donc mais malgré tout, ça reste des sacrifices parce qu'il faut se bouger quand on n'a pas envie de faire. Ensuite, on peut pas toujours, on n'a pas une vie comme les autres, donc on peut pas toujours sortir les week-ends. C'est bien d'aller se reposer. Les voyages par rapport au tennis. Alors, encore une fois, il y a d'autres sports qui sont pareils, mais peut-être pas tous. Nous, pour que la saison elle soit, on fait une saison vraiment pleine. Il faut jouer à peu près 30 tournois dans l'année. Ouais, ça fait beaucoup. Sachant que ça arrive de faire un petit peu plus ou un petit peu moins, mais en moyenne, voilà, c'est ça, 30 tournois. Donc, c'est-à-dire que potentiellement, c'est 30 semaines ailleurs que chez nous. Donc, peut-être même un peu plus parce que ça dépend si c'est loin, on revient pas entre deux. Enfin, exactement, voilà. Et, donc, tu vois pas ta famille, tu vois pas tes copains. Voilà, donc ça fait pas voir sa famille. Si on a une vie privée, c'est pas toujours aussi évident. Les amis, voilà, c'est des sacrifices. Ça m'est arrivé et je parle aussi pour tous les autres joueurs, ça arrive très régulièrement de pas faire Noël avec sa famille, de rater des anniversaires. Voilà, c'est des petits sacrifices qui sont quand même des fois assez importants à faire. Mais au final, j'ai toujours cette chose en tête qui est l'amour du jeu et en fait on le fait comme tu as dit tout à l'heure par rapport à ce qu'avait dit Hugo. Oui, mais si on fait pas ça, on peut pas bien jouer. Donc au final on le fait quoi. Et en fait on se pose même plus la question. Ça devient une habitude, un quotidien. C'est ça. Et on se dit c'est un prérequis de toute façon tu peux pas faire autrement. On se dit pas est-ce que je vais le faire ou est-ce que je vais pas sortir. Non si je sais que c'est pas bien pour moi je le fais pas et c'est comme ça. Tu t'entraînes combien là parce que tu joues beaucoup. Enfin là tu as été blessé longtemps. Oui, j'ai été blessé. J'avais une blessure au coude que j'ai traîné l'été. Pour un tennisman quand même. Ouais. Mais c'est un tennis elbow ou pas Non. C'est un golf elbow. Alors je joue pas au golf. C'est énorme. Mais non, mais en fait ça arrive. C'est un faux nom parce que en fait quand on joue les joueurs de tennis, c'est très régulièrement à l'intérieur du coude. Ouais. En fait l'extérieur du coude c'est pour souvent les personnes qui jouent de temps en temps au tennis. Et alors ça s'appelle golf elbow, mais on a quasiment tous un mal. C'était à l'extérieur du coude. Non, moi c'était à l'intérieur, comme la plupart des joueurs. Et j'ai traîné ça pendant un moment. Et depuis cet été, j'ai essayé plusieurs thérapies pour éviter l'opération. Ouais. Malheureusement, j'ai fait plusieurs retours et à chaque fois, j'ai de nouveau eu mal. Et j'ai été obligé de me faire opérer début novembre. Donc, je reviens un sacrifice de plus qui peut être, parce que on met notre corps
à rude épreuve. Et anesthésie du coup, totale. Ah oui, une vraie opération qui a duré plus d'une heure et demie. Et du coup, derrière, il y a tout un processus aussi pour revenir et de nouveau là, tu es en réhabilitation. Mais là, ça va de mieux en mieux parce que je rejoue depuis une semaine vraiment quasiment à 100%. Je dois encore respecter des temps d'entraînement. Je peux pas jouer comme je le voudrais, mais autant que je le voudrais. J'ai pas mal, mais j'ai des douleurs de reprise. Oui. Voilà. Mais tu n'as plus cette douleur. Non, j'ai plus la douleur que j'avais avant. On m'a trouvé ce que j'avais, on m'a opéré la cause. Donc normalement, ça devrait aller, mais comme toute opération, le corps, quand il subit une épreuve comme ça, il y a quand même des douleurs à la reprise. Voilà, façon, exactement. Ça, donc c'est un sacrifice de plus. Il faut faire avec la douleur de temps en temps. Ça fait partie du sport. Mais ça va de mieux en mieux. J'ai l'impression quand même que c'est faire avec la douleur. Enfin, si on écoute Nadal dans ses déclarations, si on écoute Federer, surtout dans le tennis, on a toujours mal quelque part quand même. C'est vrai. Même quand on n'est pas blessé, ça arrive d'avoir des petites douleurs. C'est ça. Ça peut être une petite inflammation, ça peut être une ampoule, ça peut être c'est ça. Plusieurs choses. Les ampoules, c'est terrible. Ça peut aux pieds, aux mains, ça peut être différentes choses. Et oui, il faut faire avec ça, et ça fait partie aussi du sport de haut niveau. C'est quoi ta surface favorite ? Bizarrement, j'ai appris à jouer sur terre battue, avec les cours qu'on a ici. Mais je joue plus sur dur. Mon jeu peut être plus adapté au dur, je trouve. Ah ouais ? Mais ça m'arrive aussi de faire... Ça va plus vite ou ça va moins vite ? Le dur va plus vite parce qu'en fait, le rebond est plus fusant et plus bas. Du coup, la balle rebondit moins et c'est plus rapide que la terre battue où le rebond est plus haut et donc, du coup, c'est plus lent. Mais encore une fois, on est obligé de tous jouer plus ou moins sur les deux surfaces. 3 avec le gazon, il y a quelques tournois sur gazon. Le gazon, ça te plaît ? J'aime bien, oui. Ouais. Ça ressemble plus au dur. Alors, voilà, c'était ma question. Voilà. Le gazon, ça va aussi vite ? Parce qu'on a cette idée dans la tête que sur le gazon, ça va plus doucement. Mais non. Non, c'est plus rapide le gazon. Mais encore une fois, c'est une particularité du tennis, c'est toutes les conditions sont différentes de semaine en semaine. Parce qu'en fait, chaque tournoi a ses balles. Ah oui, alors les balles, ça fait des différences aussi. Oui, ça fait des différences pour nous qui ont l'habitude de beaucoup jouer. On va sentir quand la balle elle est un peu plus rapide ou plus lente ou elle est plus petite, donc moins de poids sur la balle, donc du coup plus vive ou plus lente si elle gonfle. Et chaque semaine, chaque tournoi a ses balles, chaque tournoi a ses cours. Donc du coup, les cours ils peuvent être aussi un peu différents, donc un peu plus rapides, un peu plus lents. Même si c'est du dur, il y a différents types de dur. Enfin voilà. Ils ont tous les mêmes mesures. Oui, ça oui. Je te dis ça parce qu'en foot, c'est vrai, il peut y avoir des différences. Oui, c'est vrai. Donc là, Oui, non, là les mesures sont toutes les mêmes. Le filet, il est toujours à la même hauteur, mais il peut être plus rapide que d'autres. Même le gazon, en fonction de comment le gazon est taillé, si la pelouse est plus haute ou plus basse, c'est plus ou moins rapide. Ah donc, Est-ce que ça, tu parlais tout à l'heure des choses auxquelles on pense, est-ce que ça peut être des perturbateurs quand on se prépare ou alors on fait avec? C'est des petites perturbations. Après, c'est pas non plus, on change pas non plus du tout dans notre jeu. C'est pas aussi important que ce que tu disais tout à l'heure en fait. Non, c'est important, mais c'est plus des adaptations à faire plutôt que je vais jouer totalement différemment. Non, c'est pas ça. Par contre, il y a des petites adaptations. Je sais pas, bêtement, ça peut être sur dur, faire un peu plus d'amorti. Sur terre battue, faire un peu plus d'amorti. Sur dur, le service peut-être un peu plus important parce que on fait plus de points gagnants. Voilà, des petites adaptations de jeu, mais c'est pas non plus une révolution, mais ça prend en compte. Alors moi, j'ai fait un petit peu de tennis, un petit peu. La plus grosse difficulté que j'ai eue, alors tu vas m'expliquer, c'est le placement. Ouais. Et donc les petits pas d'ajustement et tout ça. Alors quand on voit jouer, même toi, on vous regarde jouer, on se rend pas compte de ce travail-là. Et quand on y est, on se dit c'est super dur en fait. Parce que ça aussi, il y a une aptitude sur le placement, non ? Oui, bien sûr. Il y a l'œil. Il faut avoir l'œil pour anticiper par moment le coup de l'autre. Ou bien on voit aussi en fonction de comment l'adversaire va taper la balle, en fonction de comment sa raquette est tournée, etc. On voit plus ou moins
quel effet il va mettre, ou bien à quel endroit il va jouer. Et ça permet aussi de gagner un peu de temps pour pouvoir bien se placer. Mais même comme ça, et même Djokovic, qui est le meilleur joueur, il est des fois mal placé, et du coup, il doit s'adapter pour quand même remettre la balle de manière comme il faut. Donc, c'est un sport d'adaptation, parce qu'on ne sait pas quel coup va faire l'autre, mais on n'est pas du tout toujours bien placé, et même les tout meilleurs. Mais on essaye de l'être au maximum, en essayant parce que d'anticiper. Lire le jeu à cette vitesse-là, parce que quand je te dis, moi j'ai fait un peu de tennis, j'ai pas fait la balle ne va pas à la vitesse. Enfin, je veux dire, moi j'étais au bord du court pour des matchs que tu as disputés, notamment les derniers en Coupe Davis. Ça va quand même super vite. Donc tu dis l'adaptation, faut quand même s'adapter. Ouais. Après, c'est une habitude à prendre, et c'est ce que je disais au début. C'est un sport beaucoup de répétition, et qui permet, la répétition permet Nadal disait, quand il jouait le tournoi, il disait, si je m'entraîne pas minimum 1h30 par jour, j'y suis pas, quoi. Je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'en fait, dès qu'on joue pas pendant quelques jours, ça se sent, et on a besoin. Vite. Ouais, on a besoin de toujours garder un contact avec la balle, même en tournoi, entre les matchs, quand pour 98% des joueurs, tout le monde joue entre les matchs. On s'entraîne, on continue quand même de s'entraîner, parce qu'il faut. Voilà, dès qu'on passe 1 ou 2 jours sans jouer, ça se sent, et on va avoir moins la sensation avec la balle, on va moins la contrôler. Comme tu as dit, le fait de recevoir des balles, de pouvoir sentir le jeu, tout ça, ça se perd vite. Ça se perd vite, et moi, du coup, je l'ai vu là avec mon opération, en ayant arrêté quelques mois. Et il faut un temps de réadaptation, et beaucoup s'entraîner, accepter de se sentir moins bien pendant quelques temps, pour revenir à un niveau que l'on souhaite. Parce que là, on discutait avec Théo Andan, qui était là aussi à ta place. Et Théo me disait, en 1 mois, on perd pas grand-chose sur la condition physique, on peut s'y remettre, on perd, mais ça revient assez vite. Quand on dépasse 1 mois, ça devient difficile. Tu l'as senti, parce que là tu parles de la balle, mais est-ce que physiquement, tu as pu quand même t'entretenir un peu ou pas ? J'ai pas arrêté les entraînements physiques, même quelques jours. Sans te servir de ton bras. Voilà, même quelques jours après mon opération, je faisais de nouveau des exercices en salle, avec mon bras gauche, avec les jambes, tout ce que je pouvais faire. On peut toujours faire quelque chose, et on peut s'entraîner tant qu'on veut physiquement. En tout cas, je parle pour le tennis. On peut s'entraîner, on peut aller courir 20 km par jour. Ça restera pas l'effort du tennis. Ouais. Et le fait, comme tu as dit, très spécifique, comme tu as dit, le placement, rien que de faire des petits pas pour s'adapter à la balle, des blocages, redémarrages. Des grands écarts. Ouais, voilà. Ça remplace pas l'effort du tennis. Exact. Ça, c'est quelque chose, la glissade. Mais ça fait pas un peu peur ? Parce que quand on glisse comme ça, on peut se dire, je vais me faire mal, quoi. Non, ça va. C'est, encore une fois, c'est une habitude. Et surtout, à ce moment-là, on pense surtout à comment je vais toucher la balle. Et en fait, de glisser, ça fait gagner beaucoup de temps et gagner beaucoup d'allonge. Donc, au final, on se pose pas la question, on se demande juste comment je vais pouvoir toucher cette balle qui est loin. Et on lance notre pied et on essaie de revenir comme on veut. Mais du coup, voilà, alors, tu dis c'est un sport d'adaptation. J'ai l'impression que le tennis, c'est aussi, un sport pas intellectuel, mais un peu presque, hein. Si, il y a une partie très tactique. Il y a beaucoup de tactique. Et donc, ça peut être, l'intelligence de jeu. Encore une fois, jouer quel coup à quel moment, avec quel effet, pour gêner l'autre au maximum, tout en gardant son identité de jeu. Et puis aussi, il y a un moment où on va peut-être sentir que l'adversaire, il est fébrile, qu'il est peut-être un peu plus tendu que nous. Donc, on va peut-être prendre un peu moins de risques pour le faire jouer, pour voir s'il fait peut-être une faute. S'il a le bras qui tremble. Voilà, et s'il va peut-être nous faire une faute, donc prendre moins de risques inutiles. D'autres moments où on est dominé, donc il faut essayer de renverser un peu le jeu, peut-être reprendre un peu plus de risques pour être un peu plus offensif. Donc, il y a tout ça aussi à prendre en compte. Et ça vient vraiment en enchaînant des matchs, en engrangeant le maximum de confiance. Et c'est un peu l'impression que ça fait de l'extérieur, en tout cas, quand on regarde ces grands champions, et on se dit, en fait, ils font que ça tout le temps. On disait tout à l'heure, il faut s'y mettre à 200%. En fait, tu fais pratiquement que ça.
Ah oui, clairement. Il faut faire que ça. Tu regardes des matchs d'autres ? Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, de tous les niveaux. J'aime beaucoup regarder. Et ou c'est parce que c'est des gens que je connais, ou bien ça m'intéresse juste de voir du tennis sans vraiment... sans idée préconçue. Voilà, sans me dire je vais voir qu'est-ce qu'ils vont jouer, quel coup ils vont faire, juste pour regarder le tennis, quoi, par plaisir. Tu tires des enseignements de tout ça ? Oui, bien sûr, ça arrive d'en tirer, et surtout, en plus de nos jours, on a la chance de voir beaucoup de champions avec Djokovic, Nadal, avant Federer. C'est des joueurs exceptionnels, donc c'est une période, je pense, pour le tennis qui est quand même très intéressante. Et on voit le niveau qu'ils peuvent avoir, c'est toujours très impressionnant. Comment on a la sensation de progresser au tennis ? Parce que même quand on est à un certain niveau, on peut toujours progresser. Comment on a cette sensation ? C'est le coup qui est plus lourd, qui va plus loin, on comprend mieux le jeu de l'autre. C'est les axes comme ça de... Comment tu sens ta progression ? Donc disons, je pense qu'il y a plusieurs domaines. Et c'est, encore une fois, c'est là que c'est un équilibre à trouver. Parce qu'on a toujours nos objectifs de classement. Ouais. Parce que ça revient tout le temps dans la tête. Hein. C'est clair qu'on joue au tennis pour gagner des matchs. Du coup, pour monter au classement, c'est quand même le principe du truc. Et du coup, quand on est blessé, on descend. Oui. Du coup, on joue pas. Donc, si on est blessé, mais qu'on avait pris des points à cette période-là, qu'on joue pas, on les perd. Ouais. Si, comme moi, j'ai été assez épargné pendant quelques temps, où en fait, j'avais pas pris beaucoup de points au moment où j'ai pas joué. Je suis pas trop descendu par rapport au fait. Par contre, quand je vais reprendre, je vais avoir des points à défendre. C'est le système qui est, comme on a dit, qui est comme ça. Mais pour en revenir à la progression, donc il y a les deux parties. Il y a la partie de classement où on veut toujours progresser, mais pour progresser au classement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut progresser dans son jeu. Ouais. Et c'est l'équilibre, encore une fois, à trouver où il faut quand même se concentrer sur l'essentiel, qui est en fait de progresser dans son jeu, quoi. Sinon, le classement, on l'aura jamais. Et comment on le voit, ça va être par exemple, un coup, on va travailler une certaine zone. Mon revers croisé, je le joue pas assez près de la ligne parce que à un certain niveau, c'est bien de taper super fort la balle, mais si on joue au milieu du court, l'autre, on le gênera pas. Donc, il faut jouer pas trop loin de la ligne, à une certaine longueur. Mais des fois, il faut aussi jouer un peu plus court. Donc, ça va être peut-être travailler une certaine zone. Et travailler une certaine zone, c'est quoi ? C'est taper Ouais, ça va être taper au panier. Par exemple, notre entraîneur nous envoie des balles au panier pour essayer de toucher la zone. Ensuite, dans un second temps, ça va être le faire sous un exercice guidé, peut-être. Ouais. C'est-à-dire qu'on sait où est-ce qu'on va jouer. Par exemple, je sais pas moi, notre partenaire d'entraînement, il va jouer 2 balles croisées et la troisième, il va la jouer long de ligne. Et nous, on va jouer tout le temps croisé. Et comme ça. Et on va faire des choses comme ça. Et après, dans un dernier temps, c'est faire des points d'entraînement pour essayer de travailler le coup qu'on a travaillé. Donc ça peut être, comme j'ai dit, une zone. Ça peut être, comme tu l'as dit, taper plus fort sur un certain coup, être un peu plus agressif sur ce coup-là. Ça peut être un coup qu'on sait faire mais qu'on fait pas assez, donc l'intégrer plus dans son jeu. Ça peut être c'est infini en fait. Hein. Ah oui, on dirait pas, mais ça peut être beaucoup. Il y a 200 milliards de possibilités. Ça peut être aller plus à la volée. Voilà. Par exemple, si je prends mon cas personnel, ça m'arrive souvent de me dire il faut que j'aille plus à la volée. Donc du coup, travailler, faire des montées à la volée, des volées aussi directement, on est au filet, on nous envoie des balles. Ça peut être ça peut être le service, qui est un coup super important dans le tennis, parce que c'est le seul coup en fait où c'est nous ça dépend que de nous, parce que on se lance la balle et on tape. Donc ça peut être faire beaucoup de paniers de service, mais dans le service, il y a des zones différentes et des effets différents. Et des effets différents. Donc encore une fois, c'est reparti. Voilà, ça c'est reparti sur d'autres choses. Donc voilà, ça peut être. C'est sans fin, quoi. Donc c'est tout ça, et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir la progression. Dans un premier temps, comme j'ai dit, au panier, dans un deuxième temps dans les points, dans les exercices, puis dans les points, l'entraînement. Mais le dernier point, c'est de le faire en match, parce que avec l'attention et les points et les enjeux, ça revient de nouveau, et c'est une histoire. C'est ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant. Je me suis dit, bon, tout ça à l'entraînement, c'est une chose. Et d'ailleurs,
je peux te citer encore Gérard Banit qui me disait il y a des champions du monde de l'entraînement. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais en match, tu n'enterres plus rien. Ou le contraire, il y a des types qui à l'entraînement sont pas bons. Des types ou des filles d'ailleurs. Oui, non, bien sûr. Il y a des athlètes des sportifs qui à l'entraînement sont pas transcendants, ils ont l'air de rien comme ça, et en match, ils sont complètement différents. Et toi, tu te situerais où? Clairement, à l'entraînement, c'est toujours différent. On n'a pas de pression, qu'on gagne, qu'on perde. Voilà, ça. Tu joues plus libéré, c'est ça que tu dis. Voilà. Quand on perd à l'entraînement, on rentre chez nous, ça va. Et quand on est en tournoi à l'autre bout du monde, qu'on perd, on n'est pas à l'hôtel, on n'est pas bien. Donc c'est tout évident. Tout seul devant son hamburger. Ah, voilà. Non, pas des pâtes. Ah oui, pardon. Non. Mais quand on perd, des fois, il faut un hamburger. Mais oui, c'est clair. Et moi, je me situerais où ça m'est déjà arrivé de mieux jouer à l'entraînement qu'en match. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Par contre, je me situe que j'aime la compétition et que je pense de toute manière que pour faire autant de matchs, pour avoir autant d'envie de jouer en tournoi, il faut avoir vraiment une âme de compétiteur. Donc c'est évident que le fait d'être en tournoi et de jouer un match qui compte, ça me surexcite et ça me donne toujours de l'énergie en plus. Donc je me situe entre les deux. Et c'était là où je voulais en venir en fait à ma question. Je voulais savoir si t'es un gentil ou pas, parce que on a cette image du compétiteur qui est pas sympa quand même. Est-ce que toi tu dirais qu'il y a un aspect de ta personnalité qui est un peu comme ça, je lâche rien, parce que bon, Djokovic c'est pas un gentil, Nadal qui est en dehors du court un type charmantissime, je pense. Sur le court, c'est pas un gentil non plus. Donc on peut pas être gentil en fait, parce que alors c'est pas un combat de boxe, on se met pas des coups, mais on se met des coups indirectement de loin avec nos coups et nos frappes de balles. Et bon quand on est deux sur le terrain, il y en aura un qui perd, un qui va gagner. Donc on est obligé. Il y a pas de match nul, donc c'est évident qu'on a envie de faire le maximum pour gagner et on peut pas penser à à être gentil ou quoi. On est obligé de faire encore une fois le maximum pour aller gagner ce match. Par contre, ça n'empêche pas que et ça nous est déjà tous arrivé dans le tennis de jouer contre un super ami à nous. Ah ouais. Et ça se commence c'est jamais très agréable quand on voit qu'on joue quelqu'un qu'on apprécie. J'ai vu un match Medvedev-Rublev, c'était compliqué. Par exemple, Rublev, c'est, si je dis pas de bêtises, le parrain du fils ou de la fille de Medvedev. Exactement. Voilà, et pourtant, quand il se joue, on dirait pas. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut... Et pourtant, à la fin, sûrement qu'ils se disent bien joué. Ils se parlent pas trop pendant 30 minutes et peut-être que 2 heures après, c'est comme s'il en était. Après, avec l'âge, on comprend que ça fait partie du tennis. Quand on est jeune, ça peut être plus difficile. On a un peu moins de recul sur certaines choses. On peut peut-être plus mal le vivre. Après, arrivé à un certain moment, si le match se passe bien, normalement ça doit bien se passer et qu'il n'y a pas de souci entre les deux. Le match se passe bien. Mais c'est évident que quand on joue peut-être quelqu'un, pour revenir au fait d'être gentil ou pas, quelqu'un qu'on apprécie, qu'on connaît peut-être très personnellement, on va pas lui gueuler dessus, s'encourager en le regardant dans les yeux. Tu veux dire qu'on a quand même une attitude un peu différente? On peut avoir une attitude un peu différente, ça n'empêche pas qu'au fond de nous, on a énormément envie de gagner le match. Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, on va peut-être plus s'encourager en étant plus démonstratif. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus mal vu. Hein. C'est autorisé et c'est normal. Mais oui, on va quand même avoir peut-être une attitude un peu différente, normalement. Est-ce que tu râles sur le terrain, toi? Oui. Oui, ça m'arrive et ça m'est beaucoup arrivé. Et je travaille dessus. Plus jeune, j'ai beaucoup travaillé dessus parce que c'était vraiment un point. Parce que ça peut devenir un handicap de râler bien comme sûr. Ça peut te sortir du match, quoi. Bien sûr. Et au-delà de s'énerver, parce qu'en soi, des fois, on peut s'énerver et puis peut-être ça va nous faire du bien. Mais ce qui est pas facile, c'est d'être positif, de se dire allez, c'est pas grave, le prochain point. C'est ça qui est plus des fois compliqué. Parce qu'après, il y en a des fois ils s'énervent et en fait ça va faire du bien. Mais si on s'énerve en étant négatif, là c'est plus compliqué. Tout à l'heure tu disais après certaines défaites il peut y avoir des hamburgers. Ça veut dire que tu as quand même un contrôle sur ce que tu manges. T'es comment? Tu prends du poids facilement? Non, ça se passe comment? Je peux prendre du poids. Ouais. Là je me suis fait opérer et que j'ai pas joué. T'as pris du poids? Oui,
c'était pas non plus démesuré, mais quelques kilos. Normal aussi, parce que t'as arrêté complètement l'activité physique. Quelques kilos, je les ai pris, je les ai reperdus. Mais oui, personnellement, je suis suivi. Donc, t'as quelqu'un qui fait de la nutrition pour toi ? Oui, sur les compléments alimentaires et nutrition. Alors, je mange pas au gramme près. Je pèse pas ma nourriture, mais je sais plus ou moins ce que je vais manger et ce qui est le plus adapté pour mon corps à certains moments. Parce que Théo Andan, il me disait, il faut savoir se faire plaisir. Alors, je lui ai dit, je vais te poser la question, quand tu te fais plaisir, qu'est-ce que tu manges ? Évidemment, il faut savoir se faire plaisir. Ça peut être ça peut être très original, mais aller à McDo, se faire un McDo, manger une pizza. Tu es allé de même que lui, je te le dis. C'est vraiment les choses qu'on évite. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais les sodas. Voilà. Ça, c'est interdit. C'est vraiment pas très bon. Donc boire un soda de temps en temps. Pas de Sprite, pas de trucs comme ça, rien. Non, on évite. Mais de temps en temps, du coup, pour se faire plaisir, évidemment. Parce que moi, je suis une adepte du Gatorade. Et le Gatorade, non ? Je suis un peu partagé. Je pense que c'est pas mauvais, mais de ce que j'ai entendu, c'est quand même très sucré. Il faut quantifier. Donc, il y a des boissons pour l'effort qui sont plus adaptées. Mais c'est très bon, le Gatorade. Hein. C'est le goût de l'Amérique, hein. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression. Moi, c'est le bleu. Moi, c'est la couleur bleue. C'est le bleu ? Ouais. Moi, c'est l'orange. Voilà. Alors, maintenant qu'on a fait tout ça et qu'on a parlé beaucoup tennis, et c'est bien normal, dans la vie de Luca Catarina, qu'est-ce qu'il y a d'autre que le tennis ? Bon, il y a les voyages, tu l'as dit, mais ça, tu peux le faire avec le tennis ? Oui, c'est clair que les voyages, ça fait partie de ma vie et c'est quelque chose que j'aime, découvrir des nouveaux pays. Ouais, c'est ça. Et c'est une chance... T'as le temps, des tournois, de sortir un peu ? Parce que là, j'étais à Miami, par exemple, le tournoi de Miami, il est à... Alors, c'était super loin. C'est vrai que quand je vais dans un pays, j'ai pas un road trip, je vais pas faire... Voilà. Mais ça arrive, quand on est dans les centres-villes, tout ça, d'avoir un jour entre deux matchs, aller faire une petite balade en centre-ville, ou bien, ça m'est déjà arrivé de partir pour une tournée, par exemple 4 ou 5 semaines, dans différents pays ou dans le même pays sur des villes différentes. Quand on finit le premier tournoi et qu'on a peut-être 1 ou 2 jours jusqu'au deuxième, on a le temps d'aller faire des fois plus, malheureusement, si on perd plus tôt. On a peut-être 4-5 jours, des fois même 1 semaine à attendre. Ouais. On a le temps d'aller voir quand même quelques trucs et ça fait aussi partie du plaisir de voyager, de jouer et pour la tête c'est aussi important. Des fois se faire plaisir, c'est pas que manger un burger, ça va aller peut-être aussi aller faire une visite et tout ça. Donc oui, je vois, je peux pas tout voir, ça dépend en fait. Ça dépend il y a certains endroits où j'ai rien vu, d'autres où j'ai pu découvrir un peu quelques trucs. Mais déjà rien que d'être au contact des personnes de là-bas. D'être dans le centre-ville, tout ça, tu quand même découvres des cultures différentes. C'est vrai que c'est toujours une autre lumière, c'est toujours une autre ambiance, c'est une autre langue. Bien sûr. Ça change plein de trucs. Donc on parlait des quand même côtés, on a beaucoup parlé des côtés difficiles du sport. Il y a quand même aussi énormément de côtés positifs et qui donnent envie de continuer. Et les voyages, c'est aussi un point positif. Donc ça fait partie des choses que j'aime. Et après, c'est la famille pour moi qui est très important. Je suis très proche de ma famille, de ma sœur, de mes cousins, de mes parents, mes grands-parents. T'as une sœur ? Oui, 2 sœurs. J'ai 2 sœurs. 2 ? Ouais. Plus jeunes, plus âgées ? Ou t'es au milieu ? J'ai 2 petites sœurs. 2 petites sœurs. Donc j'ai une petite sœur et une très très petite sœur, demi-sœur. D'accord. Mais donc... demi-sœur, c'est ta sœur, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est la famille pour moi, c'est très important. Et évidemment, les amis. Je passe beaucoup de temps avec mes amis à juste être ensemble, regarder du sport, parce que c'est quelque chose qui me... je passe mes week-ends, la plupart de mes week-ends, quand je m'entraîne pas, c'est regarder des matchs de foot. Alors le top 3 des autres sports, c'est quoi ? Foot et puis ? Foot, basket. Basket. J'aime bien le rugby, mais hors tennis, hein, évidemment, sans compter le tennis. On a dit hors parce tennis. Que, je dirais le rugby. Ça m'arrive de regarder. 3 sports co quand même. Hein. C'est vrai. En sport individuel, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Qui régulièrement. T'as dit le ski tout à l'heure.
Oui, mais c'est pas très régulier à la télé. Par exemple, la boxe, j'adore regarder de la boxe ou du MMA, ça m'arrive, mais il n'y a pas beaucoup de combats. Ah, c'est vrai. C'est pas un match de foot de nos jours en plus. Si on veut regarder un par jour, on peut en regarder. C'est tout le temps. Donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie, vraiment de m'asseoir et regarder un match de foot. Donc ça va être vraiment ça, mais autour du tennis, ça va être ça, mais pas, je sais pas si on peut dire pas mes passions, mes hobbies, mes occupations, quoi. Ouais. Bah, ça peut être ça, ouais. Bah, déjà, tu voyages, enfin, je veux dire, ça prend énormément de temps, hein, parce que les parcours en avion et les navettes... Et puis quand c'est pas en jet privé, c'est beaucoup plus long, hein, les escales, les attentes dans les aéroports et tout ça, ça prend beaucoup de temps, c'est vrai. Alors là, tu disais, je rejoue depuis une semaine sans avoir mal, enfin, en tout cas, à un niveau qui est proche de ton niveau normal. Ouais. Les perspectives, c'est quoi? Alors, on va reprendre bientôt les tournois ou pas? Ouais. Donc, l'objectif, parce que il faut pas non plus reprendre trop tôt. Moi, si ça n'est qu'à moi, je reprendrai de suite. Mais j'espère, si je suis prêt, de pouvoir faire un tournoi la semaine du 22 janvier, mais c'est pas du tout sûr. Et ensuite, on part avec l'équipe de Coupe Davis au Paraguay, exactement. Donc, ça, c'est... Quoi qu'il arrive, l'objectif de début d'année, c'est cette rencontre. Paraguay, on va mettre une punaise rouge supplémentaire, parce que j'imagine que Paraguay, t'as pas fait encore. Bravo. J'ai fait quelques pays déjà en Amérique du Sud. Mais pas celui-là. Ah bah voilà. Donc ça va être un nouveau pays et ça va être une belle expérience, je pense, pour une belle rencontre, avec une belle ambiance. Donc c'est l'objectif principal de ce début d'année. Et d'ailleurs, le tournoi que je vais essayer de jouer avant, c'est pour préparer... ça sera sur quelle surface là-bas? Terre battue, comme ici. Quand on reçoit, on joue sur terre battue en Coupe Davis. Donc, jouer pour Monaco, c'est quelque chose. Quoi. Alors évidemment, jouer pour Monaco, ça a toujours été un rêve. Depuis tout petit, quand je vais revenir sur ce que on a dit en tout début, quand pourquoi j'ai peut-être continué le tennis plus que le foot. Il y a quand même quelque chose de très important. On a la chance d'avoir un tournoi magnifique ici. Depuis toujours, quand on est membre du club, on a les places gratuites, la tribune réservée pour les membres. Donc depuis toujours, je vais voir le tournoi avec mon père. J'allais voir aussi la Coupe Davis de mes collègues de l'époque qui jouaient. Et ça m'a toujours énormément donné envie. Et comme je disais, l'excitation quand on est plus jeune de jouer contre un étranger et tout ça, en fait, au fond, elle est toujours là quand on va jouer contre une équipe, se dire on joue contre un autre pays. Je sais c'est ce que disait Théo quand il parlait des championnats du monde là, et du relais. Il dit en fait, l'idée de courir pour la France, ça nous a certainement mis une motivation supplémentaire. Bien sûr, et quand il y a les tirages pour savoir quelle équipe on joue, on est souvent pas avec les autres collègues parce que tout le monde est en tournoi, mais on est tous connectés sur les groupes. Vous avez un groupe WhatsApp ? Voilà, exactement, les groupes WhatsApp, savoir où est-ce qu'on va aller, dans quel pays pays on va jouer, si on va y aller, si on va recevoir, et il y a toujours une excitation un peu enfantine presque, donc de savoir où est-ce qu'on va aller. Et toi, en plus, ton entraîneur est le capitaine. Hein. Exact. Ça fait quelques années qu'il était joueur pendant longtemps. Et maintenant, il est aussi capitaine. Après, on est un petit pays, une petite fédération, on se connaît tous depuis très longtemps. Et la Coupe Davis, évidemment, c'est un objectif très important. Et on a toujours à cœur j'ai toujours à cœur de bien faire. Encore une fois, la fédération a toujours été derrière moi. Comme je l'ai dit, je le répète, avec Madame de Massy. Donc il y a toujours aussi cette envie de redonner il y a la confiance. La confiance et le soutien que je reçois. Donc voilà, j'ai hâte d'être à cette rencontre. Bah ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant alors ? La santé. La santé pour commencer. La santé pour commencer. Mais c'est bête, mais c'est vrai que c'est dans les... C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit un peu... Quand on est en bonne santé, on le dit et on réagit pas trop. Et en fait, quand on se retrouve blessé, même si ça reste qu'une blessure de tennis et pas quelque chose de plus important, c'est dans ces moments-là où on se dit c'est vrai que c'est très important de juste être bien, pouvoir faire ce qu'on aime sans difficulté. Donc
Donc en premier lieu, être en bonne santé, et puis ensuite gagner des matchs, gagner beaucoup de matchs et toujours prendre autant de plaisir. C'est ce que je me souhaite en tout cas. Nous, on te le souhaite. Merci beaucoup. Et merci Lucas d'être venu nous voir. Merci pour l'invitation. C'était très sympa, merci. Merci.